Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Branché TV, votre chaîne 100% médecin. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir, mardi 18 mars, en compagnie du professeur Hervé Boisis. Bonsoir Hervé. Bonsoir Alexia. Du professeur Julien Picard du CHU de Grenoble. Bonsoir Julien. Bonsoir Alexia. Et enfin, de monsieur le professeur Pierre Albaladejo. Je dis ça parce qu'il est catalan d'origine. Professeur également au CHU de Grenoble. Bonsoir Alexia. Merci à tous les trois d'être avec nous pour un live. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits à ce live. Il y a des chirurgiens, il y a des anesthésistes. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est un live assez hétérogène pour une fois. On va parler des risques émergents en périopératoire. Ça vous concerne toutes et tous. Et on va donc parler à la fois des organisations, donc du risque en termes d'organisation, de nouvelles organisations, risque des patients liés notamment à ces organisations, les risques liés aux médicaments. Nous parlerons également du risque lié aux ressources humaines en anesthésie, en tout cas en général, mais plus sur un focus en anesthésie-réanimation. Et nous parlerons avec Julien notamment du risque pour vous, professionnels de santé, risques psychosociaux. Et peut-être que l'IA pourra nous aider demain ou dans un futur proche à en tout cas réduire ces risques, en tout cas les identifier pour les prévenir ou mieux les gérer. Vous pouvez poser vos questions comme d'habitude sur le chat. On va démarrer tout de suite avec monsieur Pierre Albaladejo sur justement ces nouvelles organisations. Pierre, la première question de toute façon c'est quelles sont ces nouvelles organisations? Y a-t-il des risques? Alors pour parler des organisations, je me suis basé sur ce que l'Académie de chirurgie a publié très récemment, là, le 6 novembre 2024, sur des potentielles nouvelles organisations pour la chirurgie. Donc l'Académie constate un certain nombre de choses, que la chirurgie hors bloc pourrait concerner 10 à 13 spécialités chirurgicales. Et quand ils disent anesthésie hors bloc, je comprends deux choses. Soit c'est des centres de chirurgie ambulatoire, soit c'est de la chirurgie au cabinet. Et je pense que c'est plutôt de la chirurgie au cabinet. 20% des actes chirurgicaux sont réalisés dans ce cadre aux États-Unis. On va voir des exemples. Le potentiel des actes concernés en France est de l'ordre de 30%. Et l'objectif, c'est finalement de vider les plateaux techniques, les grands blocs opératoires, de façon à isoler en fait ces parties de patients qui doivent bénéficier d'un acte chirurgical sous local utopique. Donc elle permet d'optimiser le fonctionnement des blocs opératoires en diminuant les listes d'attente et en autonomisant les flux ultra rapides en dehors du bloc opératoire au bénéfice des patients. Et donc ce qui est noté, c'est que effectivement, dans les plateaux techniques, l'exclusivité des actes sous anesthésie générale et loco-régionale doit être faite sous la supervision et l'organisation liée à des médecins anesthésistes, alors que, en fait, on pourrait, en isolant ces patients, ne réserver que de l'anesthésie locale ou topique, ces anesthésies ne justifiant pas de SSPI et de toute l'organisation qui est ici considérée comme très lourde pour réaliser ces chirurgies. Ils font le constat aussi que plusieurs équipes ont fait cette expérience et que ça a l'air extraordinaire. On a une diminution notable des coûts, une meilleure prise en charge des patients, un bilan carbone sans compromettre la sécurité des patients. Et donc voilà, et ils font aussi le constat que le taux de chirurgie ambulatoire plafonne et que donc il faut trouver des nouvelles organisations. Alors, quand on compare ce qui est dit ici avec l'expérience américaine, il y a un certain nombre de choses à dire. Ça, c'est l'évolution de l'activité des ambulatory surgery centers, c'est-à-dire les centres indépendants de chirurgie ambulatoire. Donc vous voyez que ça explose entre 2020 et 2030, ça ce sont les projections. Et la sinistralité qui est observée dans ces centres-là, elle est certes faible, mais quand vous regardez ce rapport, vous vous rendez compte que finalement les sinistres qui sont observés ici, donc c'est dans un cadre de responsabilité civile, Hervé, oui, professionnelle, ça concerne principalement des patients qui n'ont pas d'antécédents. Donc ce sont des patients plutôt considérés comme ASA 1 ou 2.
Merci Pierre. Donc on va poursuivre sur justement les patients. Vous avez anticipé ma question. Ils sont tous ASIN 1, ASIN 2. C'est vraiment ça la typologie des patients pour tous ces actes, enfin toutes ces nouvelles organisations. Ils prennent en charge que ce genre de patients. Alors si on regarde sur le papier, normalement ces organisations sont cadrées avec une sélection des patients extrêmement rigide. Et on donne l'impression finalement aux patients que ils n'ont pas de comorbidité qui vont interférer avec l'acte chirurgical ou anesthésique et que finalement ça va aller rapidement. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Ce que je voudrais vous montrer, c'est une étude qui moi m'a interpellé. Alors j'ai mis 2 grands tableaux avec beaucoup de chiffres. Cette étude, elle compare sur la base d'une énorme database américaine chirurgicale les patients qui sont obèses morbides, c'est-à-dire entre 40 et 50 d'IMC. D'accord ? On va les comparer aux super obèses morbides, c'est-à-dire des IMC supérieurs à 50. Et on va voir s'il y a des différences significatives dans la prise en charge périopératoire en centre de chirurgie ambulatoire chez ces patients-là. Et donc, il faut regarder juste l'encadré rouge de droite, qui sont en fait les petits p. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Aucune différence. Donc, on veut me faire croire qu'un super morbide obèse IMC supérieur à 50 va avoir très peu de risques finalement d'événements concernant la chirurgie ambulatoire. Et si je focus sur la description, c'est le carré en bas à gauche, on me dit que 30% des patients ou 20% des patients, de ces patients-là, donc de 40 à plus de 50 d'IMC, sont considérés comme ASIN 1 ou 2. C'est inquiétant quand même. C'est-à-dire qu'en pratique, d'abord, la sélection doit être extrêmement rigide, donc on peut imaginer que dans ces centres, c'est extrêmement rigide, mais l'évaluation aboutissant à IMC supérieur à 50, ASA 1, ne satisfait pas en termes de sélection. Donc ce que je veux pointer ici, c'est le fait qu'on peut avoir une dérive de ces organisations en prenant des patients de plus en plus morbides. Voilà, donc une des raisons pour lesquelles, alors donc je vous ai fait observer que les sinistres touchent des patients qui ne sont pas peu comorbides. J'imagine mal qu'il ne puisse pas y avoir des événements qui se produisent chez des patients qui, eux, sont comorbides. Et alors, qu'est-ce qu'on pratique comme chirurgie dans ces centres, dans ces différents centres, Pierre, dont vous venez de parler ? Alors, on peut imaginer que ces centres font de la chirurgie soit stéréotypée monospécialité, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas, puisque vous voyez ici, donc, c'est un état des lieux qui a été fait en 2023, dans une organisation qui ne concerne pas les centres de chirurgie ambulatoire, mais la chirurgie faite en office, c'est-à-dire dans les centres américains, donc ce n'est pas exactement la même organisation. Vous voyez qu'on fait un tas de chirurgie, mais dans la colonne chirurgie plastique, on fait aussi des abdominoplasties. Et donc, si on veut une anesthésie Alors là, si on veut une anesthésie, dans ces centres qui logiquement ne devraient faire que de l'anesthésie locale, eh ben, il faut appeler un anesthésiste. À ce moment-là, il viendra en voiture. C'est comme Uber. On appelle un Uber anesthésie. Il vient, c'est génial. Ça, je vous l'avais présenté il y a 1 an, 2 ans, mais je m'en suis toujours pas remis. Oui. Ce sont des organisations qui donc demandent à l'anesthésiste de venir. Alors, vous voyez, à gauche, vous avez le SUV avec tout le matériel, le crash cart, le respirateur, tout le cirque. Vous voyez sur la troisième image que l'anesthésiste ici est capable de tout faire, c'est-à-dire de luxer la mâchoire, d'écrire la feuille d'anesthésie et d'injecter du propofol. Et ensuite, l'anesthésiste accompagne le patient dans sa voiture. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors, quels sont les gestes qui sont associés donc, à de l'office surgery, c'est-à-dire en cabinet, avec un appel de l'anesthésie mobile ? Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Il y a en particulier, donc ça c'est les top 5 sur l'ASC, top 5 sur l'OBS, c'est-à-dire Office Surgery. On peut faire de l'angioplastie, on peut faire des tas de choses. En gros, y compris pour les gestes, on peut avoir une dérive allant vers des gestes plus à risque. Voilà où je voulais en venir sur ces organisations qui sont potentiellement à risque. Donc si on se remet dans le contexte français, il faudra que le cadre soit hyper strict et qu'il n'y ait pas de dérive possible. Sinon, on va se retrouver finalement avec la nécessité de faire des périodes avec anesthésie, des périodes sans anesthésie, etc. etc. Donc,
Oui, je comprends tout à fait le fait de pouvoir libérer sur le plateau technique les patients les plus légers sur les chirurgies à faible risque, hein, mais avec des conditions structurelles et d'organisation du soin qui concernent l'anesthésie très cadrées. Voilà. Oui, avec les sociétés savantes, la société savante qui doit travailler là-dessus. Et le patient, dans tout ça, il en pense quoi ça d'être dépend. baladé comme ça dans ce système Déjà, il n'a rien demandé finalement. Quelle est la typologie les facteurs de risque qui sont associés au Oui, alors déjà, oui, est-ce que c'est les mêmes que si c'est dans l'operating room? En fait, on va leur vendre quelque chose d'idéal, en fait. Hein. Ça va aller vite, ça va aller... Donc là, ça présente en fait les catégories, la différence entre ambulatoire et hospitalisé, donc qui ne concernent pas évidemment les mêmes spécialités. Donc vous avez globalement comment on dit allégation, Hervé en français, une responsabilité qui est à peu près équivalente dans les deux situations. Vous voyez que la typologie à droite des spécialités n'est pas exactement la même. En ambu, on a plutôt, on a de l'ortho, on a de l'ophtalmo, on a des chirurgies plastiques beaucoup principalement. Comparé à ce qu'il y a dans les plateaux techniques. Ensuite, la gravité, donc vous voyez qu'il y a dans les sinistres, on a globalement quelque chose qui ressemble à 30% des sinistres qui sont considérés comme graves, hein, c'est-à-dire une invalidité permanente, des véritables blessures, voire les décès. Et enfin, sur quels sont les facteurs qui sont associés à ça, et c'est extrêmement important, c'est que ce sont les mêmes. Et j'ai l'impression que c'est amplifié par rapport à l'hospitalisation en plateau technique dans un hôpital, puisque en ce qui concerne les compétences, vous avez une réponse qui est décalée en termes de complications. Donc, c'est ce qui est observé aux États-Unis. On en avait discuté avec Graham Billingham, qui est le médecin responsable de MedPro, de l'assurance américaine, qui montrait qu'en fait, cette dérive qui consistait à prendre des patients de plus en plus graves avec des chirurgies de plus en plus complexes, aboutissait à une réaugmentation des réadmissions après chirurgie ambulatoire et donc à des sinistres. Après, vous avez un gros point qui est ce qu'ils appellent le jugement clinique, qui correspond à l'évaluation préopératoire du patient et aussi à l'évaluation de la capacité du patient à pouvoir sortir. Donc c'est concomitant finalement de la sélection des patients et de la complexité de la chirurgie. Il y a une évolution qui est très bonne dans l'optimisation du parcours patient. On voit les DMS sur de la chirurgie lourde qui diminuent. Mais quand on le fait dans un hôpital, on a toujours la possibilité d'aller récupérer les patients en hospitalisation. En revanche, dans ces systèmes-là, on n'a pas d'espace en fait, sécurisant finalement la réadmission potentielle, c'est-à-dire en gros la récupération d'un événement, ce qui constitue quelque chose d'extrêmement important. On a sinon la mauvaise satisfaction du patient avec un effet, et donc là je vous mets une plaque aussi qui est issue du rapport MedPro sur les sinistres en ambulatoire. L'environnement ambulatoire va être présenté comme quelque chose de beaucoup plus relax, c'est-à-dire on voit moins des choses complexes qu'on peut voir à l'hôpital. La réputation, c'est que c'est rapide, c'est facile et c'est mineur. Donc on va sous-estimer finalement et on va avoir un discours sous-estimant ce qui peut se passer lors de ces interventions dans des centres de chirurgie ambulatoire, alors que le patient et les professionnels de santé qui prennent ces patients en soins ont des espérances très élevées, en fait, ont des espoirs très élevés sur le fait que des attentes très élevées avec une récupération rapide. Voilà, donc en pratique, le patient qui va se trouver dans une situation associée à une complication va se poser la question, comme vous le voyez sur cette diapo, voilà, je ne savais pas que ça pouvait se passer, on ne m'a pas prévenu. Donc il y a une histoire de consentement, de sélection, et puis de savoir quelle est la ligne rouge. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie. Pour l'instant, il y a des bonsoirs. Les médecins arrivent au fur et à mesure, je vois dans le chat, mais il n'y a pas encore de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On va passer à la deuxième partie de ce webinaire qui concerne les risques liés aux médicaments, si vous le voulez bien. Oui, alors je voulais faire un point sur des signalements qui nous sont faits, soit par l'intermédiaire de Branchet, soit par l'intermédiaire du Collège français d'anesthésie et réanimation dans le cadre de la base REX. Et puis par des discussions entre différents experts. La première, c'est... Alors ça c'est classique, mais je voulais quand même le mettre dans ce diaporama.
C'est les agonistes des récepteurs GLP-1. Donc vous savez que ce sont les patients qui sont traités pour diabète, voire qui sont traités par ces médicaments pour perdre du poids. Il y a eu une alerte qui a été faite par l'ASFAR il y a quelques mois. En gros, ce qui se passe, c'est que quand les patients se prennent ces médicaments, on a une sorte de gastroparésie dont on ne sait pas si elle est liée à la gravité du diabète, ou c'est lié aux médicaments. En général, c'est lié aux médicaments. Donc vous avez potentiellement des patients qui prennent ces médicaments de façon chronique avec des estomacs pleins. Sur la partie droite de la diapo, c'est une étude récente qui montre que... ces médicaments peuvent être pris soit une fois par jour, 2 fois par jour, ou alors une fois par semaine, comme par exemple, je crois, l'Ozempic. Donc la question, c'est est-ce que le jeûne pourrait suffire pour réduire donc, le contenu gastrique? Donc la réponse est non, puisque en fait, dans ce segment-là des 6 heures, on n'aura pas de modification du contenu gastrique. Et donc l'étude à droite, essaie de voir si finalement, quand on arrête le médicament, c'est-à-dire quand on se met, par exemple, si on prend l'Ozempic, on peut dire au patient, vous prendrez votre dernière prise 1 semaine avant l'intervention. Vous voyez que, en ordonnée, en abscisse, ce sont des jours. Vous voyez qu'au bout de 7 jours, vous avez une diminution légère du contenu gastrique. Ce qui signifie que même l'arrêt du médicament à 1 semaine ne va pas modifier le contenu gastrique. Donc faites attention, et là on a le choix entre pas grand chose, c'est-à-dire en gros soit faire une écho gastrique, ce qu'on peut proposer au moment de l'induction, soit partir sur une induction de séquence rapide. Donc que ce soit bien noté au dossier médical. Et puis que ce soit évidemment noté au dossier médical, en particulier les résultats de l'écho gastrique. Alors Pierre, avant que vous poursuiviez, il y a une question, une remarque-question. Bonsoir, n'est-il pas plus réaliste et urgent de réorganiser nos services ambulatoires pour garder un haut niveau de sécurité offert à nos patients? L'absence d'accueil de qualité et le turnover amènent de nombreuses spécialités à se détourner de nos centres. Oui, en fait, l'avantage d'avoir des centres de chirurgie ambulatoire qui sont adossés dans un plateau technique, c'est la question qui a toujours été, depuis des années, de savoir si on les met à part ou si on les met dans le plateau technique. C'est vraiment ça la question. Là, les centres de chirurgie ambulatoire dont on parle sont des centres indépendants. C'est-à-dire ils sont à l'extérieur. On est à l'extérieur. On est coupé de l'hôpital. Donc je suis complètement d'accord. Et c'est un petit peu la même question aussi sur les maisons de naissance, savoir où elles doivent se positionner dans des centres de recours qui peuvent permettre une hospitalisation, une intervention en cas de problème. Voilà. Tout à fait. Allez-y Pierre, je vous laisse poursuivre. Alors les 2 prochaines diapos sont beaucoup plus inquiétantes que celle-ci. On a reçu à la SFAR un message de la NSM le 6 mars 2025, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Je vous le lis, récemment la NSM a été informée d'un cas grave d'erreur médicamenteuse survenue lors d'une anesthésie péridurale pour un accouchement. Une solution chlorhexidine incolore a été injectée en périmédulaire et en intratécal, pardon. Et donc, ça a fait la catastrophe que vous connaissez, c'est-à-dire une arachnoïdite chimique de la moelle avec une patiente qui a des séquelles extrêmement lourdes au mieux. Donc, je vous rappelle que, en fait, cette question, elle a déjà été traitée. Et donc, la remarque, c'est que ce n'est pas parce qu'elle a été traitée qu'elle ne va pas survenir. Qu'il y avait en 2013 déjà un point solution pour la sécurité du patient qui avait été promu par Plastirrisque, donc l'OA de chirurgie plastique, et dans laquelle il y avait faites attention avec l'histoire des cupules. Et puis, ce qui était noté, ce que je vous ai mis en bas, c'est distinguer les produits. Et il est écrit, autant que possible, utiliser des antiseptiques colorés pour la désinfection cutanée. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille avec la Haute Autorité de Santé pour modifier, de façon à obliger à utiliser des antiseptiques colorés au bloc opératoire. Après, je vois bien la situation, pénurie de la chlorhexidine colorée, à ce moment-là, le pharmacien va vous trouver une chlorhexidine à colorer. Mais dans ces conditions, je considère que c'est de la responsabilité du pharmacien de le colorer. Alors, je ne veux pas charger les pharmaciens, je sais que les organisations sont difficiles, mais ce n'est pas un argument suffisant. C'est trop catastrophique quand ça survient, non seulement pour la patiente, mais pour l'ensemble de l'équipe, et je pense que tu vas en parler, Julien. On doit faire extrêmement attention à ces affaires-là et refuser la chlorhexidine non colorée.
Je ne sais pas si tu vas en parler après, mais pour les blocs périphériques, il y a une alerte autour de SOS ALR qui a été en discussion récemment, il y a 15 jours, 3 semaines, sur la possibilité également d'une toxicité de la chlorhexidine sur les nerfs périphériques quand on fait des locaux régionales. Il n'y a rien dans la littérature quasiment là-dessus. Il y a 2 cas. Le problème, c'est que la démonstration de la responsabilité de la chlorhexidine est difficile à faire. En tout cas, je pense que devant ces choses-là qui donnent quand même des neuropathies qui sont définitives et qui vont handicaper le patient pour un certain temps, pour ne pas dire très longtemps, je pense que c'est fondamental d'exiger qu'on ait de la chlorhexidine colorée, quoi. Il n'y a pas de discussion possible parce que c'est tellement simple à faire et c'est vraiment quelque chose qui évitera un certain nombre de... On a tous les jours, je viens d'avoir juste avant de rentrer dans le studio, des administrations de différents médicaments qui n'ont rien à faire dans l'espace péridural et qui sont injectés dans l'espace péridural. Donc il faut vraiment faire tout pour éviter que les médicaments potentiellement toxiques comme la chlorhexidine soient identifiés de façon claire. Pour moi, je pense qu'il faut refuser dans un bloc opératoire d'avoir de la chlorhexidine non colorée ou acolorée. Absolument. Parce que j'imagine très très bien que les mélanges ne sont pas faits, il est 3 h du matin et que la péri, on va la faire... Voilà. Alors il y a une autre chose inquiétante aussi, et c'est la dernière, après j'arrêterai de t'inquiéter Alexia, c'est le fait qu'il commence à y avoir des cas d'administration en intratécale d'acide tranexamique, d'hexacil. Donc c'est connu, il y a de la littérature dessus. Là, je vous présente à gauche la fréquence des publications liées à l'administration intratécale d'acide tranexamique. Et à droite, une description de cas, dans 50%, ce sont des décès, majoritairement des césariennes. Le tableau, il est juste atroce, hein, c'est des douleurs sévères à l'injection, c'est des convulsions. Hein, je vous rappelle que un des effets secondaires de l'acide tranexamique à haute dose en systémique, ce sont les convulsions. Et donc en intratécal, c'est encore pire. Et donc vous voyez, c'est vraiment catastrophique. Ça m'inquiète pourquoi ? Parce que on met de l'acide tranexamique dans au moins 2 situations où on fait beaucoup d'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire l'orthopédie et la mater. Et que donc, réfléchissez où se trouvent vos ampoules d'acide tranexamique. Après, même si c'est la bupier blystérisée, tout le cirque, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et il y a des cas qui ont été signalés en France d'administration d'acide tranexamique en intratécal. Ça se passe très très mal. Donc voilà. Ce n'est pas de très bonnes nouvelles, mais je voulais faire quand même ces quelques points sur les risques liés aux médicaments qu'on utilise tous les jours. Tout à fait, merci Pierre. Alors ça c'est important, l'acide tranexamique, on a un cas SOS ALR qui a été hospitalisé dans un hôpital parisien, une femme qui est décédée. On est tellement démunis devant ces patients-là que certains proposent, et c'est ce que je ferais si j'avais le cas devant moi et c'est ce que je proposerais, de retirer du LCR et de le remplacer par du sérum phi, tellement on ne sait pas quoi faire. Et en se disant, il faut qu'on enlève ce toxique du liquide céphalorachidien parce qu'il a une toxicité sur la moelle qui est épouvantable, comme vous le voyez ici. Et donc, les solutions, entre autres, qui ne sont pas démontrées comme étant efficaces, mais on ne sait pas quoi faire. Donc, on se dit, on va retirer un peu le liquide céphalorachidien et puis on va le remplacer par du sérum phi pour essayer de diluer le médicament. Et il y a aussi des cas, il me semble, en chirurgie du rachis sur des plaies durmériennes. Alors nous, on avait ça, mais les experts au cours de l'expertise ne l'ont pas du tout authentifié. Mais effectivement, vous savez que quand on fait de la chirurgie de hernie discale ou de la chirurgie du rachis, il y a un certain nombre de pourcentages de brèches qui passent inaperçus. Donc le chirurgien ne se rend pas compte qu'il a fait une brèche. Et certains chirurgiens utilisent de l'acide tranexamique en topique sur les tranches de section osseuse en voulant, dans l'espoir, diminuer le saignement. Et ça, si vous faites ça alors que vous avez une brèche durmérienne qui a été créée par le chirurgien de façon accidentelle et qu'il ne l'a pas reconnue, il peut y avoir un passage d'acide tranexamique depuis l'endroit où le chirurgien l'a injecté par l'orifice de la durmère avec une réponse exactement du type que tu décris ici, Pierre, et la femme est décédée, et je pense que cette histoire a conclu un aléa thérapeutique parce que personne ne comprenait l'histoire. Mais clairement, il faut absolument prévenir les chirurgiens d'essayer d'éviter d'utiliser l'acide tranexamique en topique parce que la démonstration de l'efficacité n'est pas faite, et le risque est quand même très important s'il y a une brèche. Il y a un vrai sujet en fait sur les médicaments toxiques en ALR, que ce soit sur la rachis-péri ou sur les blocs périphériques. Faudrait peut-être faire juste le petit catalogue des médicaments à vraiment
identifiés comme à risque dans les endroits où on fait de la loco régionale. Ça, c'est des protocoles qui doivent être internes aux établissements. Je pense qu'il faut que les sociétés savantes, là, pour le coup, se travaillent dessus. Alors, je crois, comme tu le dis, il n'y a pas énormément de données. Enfin, les caractéristiques physico-chimiques des médicaments nous laissent penser qu'il peut y avoir un impact, que ce soit acide pour l'acide tranexamique ou alcool pour la chlorex, par exemple. Après, il y a toute une question sur le fait de ne pas pouvoir utiliser de la bétadine, par exemple, qui obligatoirement est colorée. Et ça, je pense qu'on peut aussi discuter avec les hygiénistes, les clins, pour justement changer et revenir à la bétadine. Voilà, parce qu'au moins la bétadine alcoolique, on est sûr de la repérer, on a moins de chances de l'injecter. Alors, il y a une remarque, il faut que tout le monde passe, excusez-moi, je ne suis pas médecin, au NR-FIT. NR-FIT, oui. Alors, ça ne résout pas tout. Ça résout pas tout, docteur. Non, ça ne résout pas tout, et c'est vrai que si ça avait un impact aussi important que ce qui est théoriquement prouvé par le NR-FIT, c'est-à-dire en gros ne pas mettre de l'UR avec du LUR, mais proposer une autre forme ISO des connecteurs, de façon à empêcher justement le fait qu'on puisse connecter une seringue normale qui par exemple contiendrait contiendrait un médicament à risque pour éviter. Ce qu'il y a, c'est que dans l'histoire des cupules avec de la chlorex, j'imagine très bien la situation où on va utiliser la seringue NR-FIT pour aspirer la chlorex alcoolique. Donc je ne suis pas sûr que ça ne résout pas tout, en tout cas. Parce que ça pourrait faire quoi du coup ? Non, en fait, c'est simplement des connecteurs qui ne peuvent pas se connecter, des détrompeurs, qui logiquement devraient éviter. Alors c'est surtout fait pour éviter d'injecter en périphérique, en systémique, des médicaments qui sont destinés à des administrations continues en péridurale. Ah oui, mais donc du coup, comme il n'y a pas de couleur, ça ne change pas le problème. Alors non, je pense pas que ça change le problème. Mais c'est vrai, il a raison, il faudrait qu'on soit tous sur des systèmes de connecteurs détrompeurs, mais ça prend mollement quand même. Ça permet d'éviter d'injecter au mauvais endroit quelque chose qu'on sait qu'on est en train d'injecter. Là, les problèmes décrits, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on était en train d'injecter. On croyait qu'on injectait du A alors qu'on a injecté du B. Et le détrompeur, il permet de savoir où on l'injecte et d'éviter de l'injecter au mauvais endroit. Mais si on pense que c'est du A alors que c'est du B, on injecte quand même. Alors ça fera peut-être du B au bon endroit au lieu du B au mauvais endroit. Les choses sur le NR-FIT, il faut y aller, ça c'est vrai, c'est très dur à y aller, très dur. C'est une organisation extrêmement épuisante pour organiser ça dans un établissement, qu'il soit public ou privé. Et il y a une augmentation des coûts. C'est-à-dire que les industriels se sont préparés depuis longtemps en anesthésie loco-régionale pour avoir du NR-FIT, mais les coûts augmentent. Et donc, parce que c'est un matériau particulier, qu'on a fait des chaînes particulières pour justement le produire. Et donc, ça, c'est un problème également qui est financier. Et voilà. Mais enfin, il faut y aller, ça, il n'y a pas de doute. C'est sûrement quelque chose d'intéressant. Il y a encore des choses qui n'ont pas tout à fait résolues pour les blood patch, par exemple, où on passe de l'IV à la péridurale. Peut-être que c'est résolu depuis il y a longtemps, je n'ai pas regardé la littérature là-dessus, mais peu importe. Je pense que, encore une fois, il ne faut pas penser que ça va être frisette pour mettre ça en place dans les différents établissements, mais il faut le faire. Merci Hervé. Il y a plusieurs remarques. Le docteur Pontieux qui dit bonsoir, je pense que d'ailleurs ça rejoint ce sur quoi vous travaillez beaucoup, Pierre et Julien. Je pense que ce genre d'erreur, c'est aussi et surtout dû à un manque de communication au sein des équipes. Peut-être qu'une sensibilisation des médecins équipes, comme le CRM pour les pilotes aux facteurs humains, pourrait prévenir un maximum de situations. Eh bien justement, figurez-vous que nous avons une formation que nous avons lancée hier, qui existait déjà, mais elle a été, je dirais, augmentée. Nous avons lancé une formation aux soft skills, aux compétences non techniques. Donc si vous voulez la suivre, docteur Pontieux, ou demander le truc, on a un centre de simulation mobile dans votre clinique. N'hésitez pas, puisqu'on commence la tournée et on va pouvoir former les équipes justement à ce genre de scénario en simulation. Vous êtes le bienvenu, docteur Pontieux. Vous êtes le bienvenu. Vous pouvez demander à ce que le truc vienne dans votre établissement. Voilà. En tout cas, il y a des solutions déjà pour sensibiliser les médecins et l'équipe du bloc à des protocoles d'organisation. Je m'habille et j'arrive. Ok. Super. Très bien. Merci Pierre. On passe à vous, Hervé Boisis, pour revenir justement sur les organisations, alors avec un focus sur l'anesthésie-réanimation.
en termes de plutôt ressources humaines et pas de système d'établissement comme on a parlé au départ. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation, Hervé? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors si je peux avoir ma diapositive, s'il vous plaît, merci. Donc, en fait, merci. Les faits sont les suivants. Aux États-Unis, on a été alerté par une pénurie des anesthésistes qui n'a pas été sans rappeler ce qui se passe en France, évidemment, et on s'est intéressé finalement à ce qu'avaient mis les Américains en place pour essayer de faire face à cette pénurie d'anesthésistes. Donc, les faits, c'est quoi? Aux États-Unis, des salles sont fermées par manque d'anesthésistes. C'est ce qu'on vivait jusqu'à ce que les iBods soient également en manque et que finalement la lumière ne soit plus sur les anesthésistes et leur manque, mais sur les iBods. Mais en réalité, on a exactement le même problème de pénurie des médecins anesthésistes. Pourquoi il y a cette pénurie? Les raisons, c'est quoi? C'est une augmentation de la demande avec un vieillissement de la population, des interventions au bloc et hors bloc qui augmentent en nombre, sachant qu'en hors bloc, souvent, ça consomme plus d'anesthésistes parce qu'ils ont une seule salle hors bloc et c'est pas toujours très pratique. Parallèlement, il y a une augmentation des IADE dont la progression est plus rapide que celle des médecins anesthésistes réanimateurs aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les IADE sont sous la supervision d'un médecin anesthésiste avec un ratio au maximum de 4 IADE pour un médecin anesthésiste. L'augmentation des résidents aux États-Unis, comme nos désarts, est insuffisante pour compenser la pénurie d'anesthésistes. On a également aux États-Unis des anesthésistes vieillissants qui sont pour une part à temps partiel. On a une préférence des jeunes pour des sous-spécialités qui sont moins consommatrices de temps et on a la même problématique en France où on dit souvent qu'il faut 2 jeunes pour remplacer un ancien qui travaillait sans compter ses heures. Alors je ne dis pas que les jeunes ont tort, je pense qu'ils ont sûrement raison de favoriser leur qualité de vie, mais ça pose un problème de remplacement d'anesthésistes qui fonctionnaient un petit peu différemment. Aux États-Unis, il y a également le problème des fonds d'investissement qui sont plus intéressés par la rentabilité des établissements que par une bonne prise en charge des patients. On a des pressions de plus en plus fortes des grands groupes en France, si je crois mes collègues qui travaillent dans le libéral, qui poussent de plus en plus les anesthésistes vers une rentabilité importante. Il y a des relations difficiles avec l'administration, et oui, il y a fois qu'en France, qui aboutissent à des départs d'anesthésistes réanimateurs aux États-Unis avec des décisions qui peuvent impacter la qualité de la prise en charge. Là, vous avez l'évolution des anesthésistes qui sont en pointillé en bas, juste au-dessus en pointillé un peu plus large, les chirurgiens. Et vous voyez qu'il y a entre 2019 et les projections de 2034, eh bien, il y a une augmentation plus forte des chirurgiens que des médecins anesthésistes. Et on voit bien que cette pénurie d'anesthésistes va poser problème aux États-Unis. Alors, quelles sont les solutions du point de vue des Américains? Ils disent qu'il faut augmenter le nombre d'anesthésistes en formation et disposer de budgets conséquents pour y parvenir, parce que vous le savez, former un médecin anesthésiste, ça coûte cher, etc. Donc, il faut le faire. On l'a fait en France, mais on sait également le délai qu'il y a entre le moment où je fais rentrer plus de jeunes dans une spécialité et le moment où ils vont sortir et vont être prêts à travailler. Il faut payer plus équitablement les anesthésistes qui, quand ils font face à des sous-spécialités qui sont plus consommatrices de temps, soient mieux rémunérés éventuellement que lorsque ce n'est pas le cas. Les IADE ont un rôle important dans la lutte contre le déséquilibre de l'offre et la demande aux États-Unis. Vous savez que dans 27 États des États-Unis, les IADE peuvent faire de l'anesthésie sans être supervisés. Alors, on est loin de ça en France. On a même beaucoup de... nos politiques sont pas du tout en faveur de ça, évidemment. Les IADE réduisent l'effet de la pénurie des MAR, et ce à un moindre coût, puisque pour un établissement, quand je suis un établissement, j'embauche une IADE, elle me coûte moins cher qu'un médecin anesthésiste, et donc je suis gagnant, lorsqu'elles sont supervisées dans un ratio de 2 à 4 IADE pour un MAR, tel que c'est le cas aux États-Unis. Et puis, face aux fonds d'investissement, il faut des garde-fous qui soient mis en place pour garantir la qualité de la prise en charge des patients. Alors, vous voyez ici sur ce schéma l'évolution des IAD qui sont en clair et des médecins anesthésistes qui sont en grisé aux États-Unis. On est entre 1972 et 2022. On arrive en 2022 avec un nombre équivalent d'IADE et de médecins anesthésistes. On a à peu près la même proportion en France avec une équivalence en termes de nombre entre les IADE et les médecins anesthésistes. Ça, ce sont des faits. Et on a discuté avec Julien il n'y a pas longtemps au sujet de cette petite communication dans ASA Monitor qui est sortie très récemment, puisque c'était
c'était le 12 mars, merci Julien, 2025. Et en Floride, les infirmières anesthésistes sont en train de se battre pour que, au niveau législatif, on puisse retirer la supervision qu'elles subissent, entre guillemets. Moi, je crois que c'est très profitable pour elles, mais enfin bon, argumentant du fait qu'il fallait effectivement faire face à la demande et à la pénurie des anesthésistes. Évidemment, les anesthésistes s'y opposent, mais c'est compliqué, et en particulier, ils s'y opposent en argumentant que la sécurité des patients est un problème si on laisse les infirmières anesthésistes seuls, non supervisés. Alors quand on s'intéresse justement à cette sécurité des patients, et c'est MedPro encore une fois, merci Graham Billingham qui nous a procuré ces diapositives, on voit quand même que les choses ne sont effectivement pas si simples que ça. Là ici on est probablement dans le ratio 1 pour 4, un médecin anesthésiste pour 4 infirmiers anesthésistes. Et quand on s'intéresse et qu'on fait un focus sur la sinistralité des infirmières anesthésistes, eh bien on s'aperçoit qu'il y a de la sinistralité, des problèmes de communication en particulier, de jugement clinique, de supervision qui n'est pas faite correctement, etc. Et surtout, il y a des retards aux appels aux médecins anesthésistes et donc des délais to rescue, comme Pierre nous en a parlé il y a quelque temps, avec des choses qui peuvent être potentiellement dommageables pour les patients. Donc c'est pas si simple que ça, et effectivement, faire en sorte que, que les infirmiers anesthésistes puissent travailler seuls pose des petits problèmes de responsabilité. Alors, vous l'avez tous vu, cet article a été un des articles qui a été utilisé pour que la préconisation qui a été publiée récemment sur le site de l'ASFAR concernant les ressources humaines puisse être publiée de la sorte. Vous voyez qu'ici, lorsqu'on dépasse 1 à 2 salles d'opération par anesthésiste, eh bien, un taux composite de morbimortalité augmente de façon significative. C'est pourquoi les recommandations françaises ont bien montré qu'il fallait absolument avoir un professionnel de santé à la tête de chaque patient, un médecin anesthésiste pour 2 salles, et pas plus. Alors, une autre façon de voir les choses pour ces problèmes de ressources humaines, c'est de s'intéresser aux remplaçants. Les remplaçants, en anglais, c'est locum doctors. Et les remplaçants, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont moins impliqués dans les activités du service, qui prennent moins part à des audits ou à des actions de développement professionnel continu. Ils sont moins au fait des protocoles ou des politiques locales qui sont pertinents pour assurer la sécurité des patients. Ils peuvent être un poids pour les membres de l'équipe qui peuvent être amenés à travailler hors de leur zone habituelle pour compenser un manque de connaissance du terrain par le remplaçant. La qualité et la quantité de l'information donnée aux patients peut être impactée, tout comme la transmission des informations aux autres professionnels. Les pratiques des remplaçants sont peu connues et peu partagées. Les remplaçants peuvent être isolés et manquer de correspondants pour demander conseil. On sait très bien, quand on a l'habitude des équipes, à qui demander conseil pour pouvoir se sortir d'une situation difficile et faire en sorte que le patient ne soit pas impacté. La motivation des remplaçants est souvent questionnée. Est-ce que l'aspect pécunier dépasse la vocation pour exercer le métier? Mais le remplaçant, d'abord, a changé de typologie. Je pense que maintenant, les remplaçants sont des jeunes qui ont été formés dans les différents services et qui vont plutôt dans les établissements qu'ils connaissent. Néanmoins, il faut également s'interroger sur la façon dont on reçoit les remplaçants dans les établissements. Ici, c'est une vieille étude qui avait été faite par Thomas Liotto, publiée dans les Annales françaises en 2013, il y a bientôt 10 ans de ça, et qui montre, merci Pierre, que sur 28 des 32 établissements qui avaient été contactés en région Rhône-Alpes, il y en avait 28 sur 32 qui étaient en demande de remplaçants. Déjà à l'époque, la demande des remplaçants était importante, et vous savez qu'actuellement c'est encore le cas, malgré les lois qui sont passées et qui freinent un peu ces affaires-là. 34% ont accepté un temps d'adaptation avant l'intégration dans la permanence des soins. Ça veut dire que 60%, pour 60% d'entre eux, il n'y a pas eu d'adaptation, ils partent directement en garde ou en astreinte, sans temps d'adaptation pour s'habituer aux locaux dans lesquels ils arrivent. Dans les 11 établissements testés, il y a eu des conditions de sécurité qui ont été satisfaisantes, matériel checklist, mais l'accueil par un médecin anesthésiste réanimateur temps plein n'était fait que dans 7 cas sur les 11 établissements testés. Le nombre d'intérimaires était supérieur au nombre d'anesthésistes temps plein dans 7 blocs sur 11. Il y avait uniquement des remplaçants dans le bloc au moins une fois sur 7 cas, et aucun entretien d'évaluation par la direction n'a été fait. Donc vous voyez qu'il y a des problèmes qui sont d'ailleurs soulignés également dans cette étude de 2018 sur un anesthésiste qui va s'intéresser aux différents mails
de sollicitations pour des remplacements et il montre également cette pauvreté dans les informations qui sont demandées aux remplaçants et qui sont fournies par les différents organismes qui s'occupent de rechercher des remplaçants et qui fait qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour savoir si ce qui est proposé est pertinent ou pas. À cela s'ajoute une chose assez particulière. On a longtemps lutté contre le fait que l'anesthésiste et les chirurgiens bossent en couple. Ce qu'on appelle Surgeon Anesthesiologist Dyad, c'est justement ce couple anesthésiste-chirurgien. Et ce qu'on observe ici sur cette figure, c'est que la probabilité d'une morbidité majeure dans les 90 jours post-opératoires, eh bien, cette morbidité diminue, plus les anesthésistes et les chirurgiens travaillent ensemble, plus cette morbidité diminue. Vous pensez bien que les remplaçants qui viennent de temps en temps faire des piges dans certains établissements, eh bien, ça pose problème potentiellement. On cherche des solutions pour essayer d'améliorer la morbimortalité en post-opératoire. C'en est une potentiellement qui fait que les équipes doivent se connaître pour pouvoir travailler correctement en toute sécurité. Alors, en conclusion, je voudrais dire que, en France, la demande augmente et l'offre ne suit pas, c'est un fait. Les mesures qui consistent à modifier le numerus clausus sont des mesures à long terme et elles sont insuffisantes eu égard au déséquilibre de l'offre et de la demande. Le profil des remplaçants en France a changé, comme je l'ai dit. Il est urgent néanmoins de définir les conditions d'accueil, finalement, des remplaçants dans un établissement avec comme objectif d'assurer la qualité et la sécurité des patients qui sont pris en charge. Combien de temps tiendrons-nous à maintenir une organisation sécuritaire telle que celle qu'a préconisée l'ASFA récemment? Et si nous devions un jour dévier de cet objectif, eh bien, ce risque devra être au détriment de la qualité de la prise en charge des patients. Il faudra alors définir une organisation qui sera la moins délétère possible. Voilà ce que je voulais vous dire sur les ressources humaines. Merci beaucoup Hervé Boisiz, très intéressant, un peu inquiétant en effet. On a 3 questions Hervé pour vous. Depuis le début c'est inquiétant. Depuis le début c'est inquiétant, mais on va positiver et puis au moins on dit les choses. C'est ça. Voilà, on n'est pas dans le déni. Première question, je ne sais pas si vous le savez, alors c'est le docteur Daoud qui demande, on pourra répondre plus tard si on n'a pas la réponse. Quel est le ratio Mariade en France? Le ratio Mariade, il est de 1 puisqu'il y a autant de marques d'IAD en France. Ok, 1 pour 1. C'est 12 000 et 11 000, je crois, Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Quelle est la durée de formation d'un IAD aux États-Unis? C'est LMD, c'est pareil. Pareil, oui, je crois. Et c'est je crois pareil. que les CNRA sont 2 ans de plus par rapport aux IAD. Oui, c'est ça. Donc je crois que c'est assez équivalent. Oui. D'accord. Pareil. Ils sont plus volontiers dans les pays anglo-saxons sur le format LMD. C'est-à-dire qu'on peut avoir des infirmiers doctorants en fait. Alors que le niveau actuel c'est master, le fait de demander, et c'est un petit peu la discussion qui est actuellement dans le cadre de la pratique avancée, c'est qu'on peut aller jusqu'au doctorat, un petit peu plus loin. Ok. Concernant la morbidité, pour un MAR 3 ou 4 IAD, avez-vous analysé le type de chirurgie et le profil des patients? Non, ça n'a pas été aussi loin, mais je pense que quand il y a un MAR pour 3 à 4 IAD, c'est souvent des patients qui posent assez peu de problèmes, parce que quand le patient a des comorbidités qui sont importantes, en général, le médecin anesthésiste reste avec le patient. Et donc, mais tout dépend de l'évaluation qu'on en fait. Hein. L'exemple du super obèse, on peut sous-estimer le risque. Absolument. Ça va bien se passer. Mais de façon globale quand même, et d'ailleurs en France, quand il y a des gens et des collègues qui poussent pour pouvoir superviser plusieurs salles, ils nous disent ASA 1, 2, tout en sachant que ASA 1 c'est assez précis, ASA 2 ça devient moins précis, et qu'on peut effectivement avoir des patients qui peuvent potentiellement poser des problèmes. Mais en général, on va dire que c'est plutôt quand même des patients qui posent assez peu de problèmes. Très bien, merci. N'hésitez pas à poursuivre vos questions. On va passer maintenant à Julien Picard, qu'on n'a pas beaucoup entendu, Julien, pour le moment. On a beaucoup parlé effectivement du risque médicamenteux, du risque qui impacte directement le patient, mais qu'en est-il du risque des médecins, des professionnels de santé, d'un point de vue psychosocial ou physique, tout simplement, des pathologies physiques, pardon. Est-ce que vous pourriez donc, Julien, nous présenter ces risques-là type burn-out, etc. Oui, mais merci Alexia, parce qu'effectivement, c'est une question qui est au centre d'une stratégie globale de gestion de risque. On parle ce soir de risques émergents,
On a parlé des risques émergents liés aux organisations, aux patients, aux nouveaux médicaments, etc. Mais il y a aussi une évolution du profil, du mode d'exercice des professionnels de santé. Alors, je parle des anesthésistes, mais c'est intégralement transposable aux autres spécialités médicales. Les professionnels de santé, en particulier les anesthésistes, les chirurgiens, sont exposés à des risques liés à leur profession, des risques liés au stress généré par cette profession, des risques liés au mode de vie, aux conditions d'exercice, travail nocturne, heures de travail, parfois, on va dire, alimentation pas toujours équilibrée, et risque aussi d'avoir des comportements et des conduites addictives liées à ce stress, à cette anxiété. Il y a un concept qui s'appelle le concept de la seconde victime que beaucoup connaissent, qui consiste à dire que lorsqu'un événement indésirable, en particulier grave, survient, le patient est bien évidemment la première victime à en souffrir, mais il y a d'autres victimes à la suite de cet événement indésirable. La première de ces autres victimes, la seconde victime, donc c'est le praticien qui a commis cette erreur ou l'équipe qui l'a commise. Parce que lorsqu'on est impliqué dans un événement indésirable qui a des conséquences graves, on a un stress et on va souffrir de ce stress, on va souvent modifier son comportement professionnel, on peut avoir un arrêt de travail et au moment de la reprise, on a souvent des difficultés liées à ça. On parle même parfois de troisième, quatrième, voire énième victime pour désigner les patients suivants. Par exemple, si jamais je fais une erreur gravissime d'injecter du potassium au lieu d'un autre médicament à un patient et que ce patient en fait un arrêt cardiaque, ou de la chlorhexidine. Ou de la chlorhexidine en périmédulaire, je vais être extrêmement marqué par cet événement-là. La première victime est encore une fois le ou la patiente, mais le second, troisième, quatrième victime sont les praticiens, les futurs patients, parce que je veux peut-être changer mon comportement en devenant complètement obsessionnel sur la préparation des médicaments, en empêchant peut-être certains de mes collègues de toucher aux seringues que j'ai préparées. Mes collègues sont également des victimes du fait de la modification de l'organisation du système de soins à la suite de cet événement indésirable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut véritablement intégrer maintenant dans une gestion de risque de ces risques émergents, les risques liés aux professionnels, à ces modalités d'exercice qui vont être responsables d'une altération du pronostic du patient, mais également d'une altération du pronostic des soignants. Alors si je continue d'ailleurs dans cette direction, vous avez ici une diapositive qui avait été présentée lors du dernier congrès de la Société américaine d'anesthésie en octobre dernier à Philadelphie et qui montre le nombre de suicides chez les médecins en fonction des spécialités. Et vous avez ici les anesthésistes et les chirurgiens loin devant les autres disciplines dans les tristes rangs des suicidés. Un anesthésiste a 2 fois plus de chances, si on peut parler de chance, de risque de mourir de suicide qu'un chirurgien et plus de 6 fois plus qu'un pédiatre. C'est lié à beaucoup de choses, mais c'est lié en particulier à tous ces éléments constitutifs des modalités d'exercice, l'exposition à un stress, à des conditions de travail difficiles, la proximité de substances pouvant générer des comportements addictifs et le risque d'être impliqué dans un événement indésirable grave avec toutes les conséquences psychologiques que cela implique. Alors les facteurs de risque, parce que l'étape suivante c'est de se dire, je vais essayer de reconnaître parmi mes collègues des signes précoces qui devraient m'inquiéter, qui pourraient me permettre de l'accompagner. Alors, il y a plusieurs algorithmes, il y a plusieurs échelles, il y a même des campagnes qui ont été lancées par le comité Santé au travail et vie professionnelle de l'ASFAR. C'est le sexe, les hommes sont plus exposés que les femmes, en tout cas statistiquement. L'âge, l'existence déjà d'un syndrome dépressif, des tentatives précédentes de suicide ou des antécédents de suicide dans la famille, des comportements addictifs en particulier liés à la consommation d'alcool, ce qu'on pourrait appeler la perte de sens. Et c'est un terme qu'on retrouve souvent, y compris chez les jeunes, en particulier depuis le Covid, dans toutes les professions, mais y compris chez les professionnels de santé. Le fait d'avoir déjà exprimé des plans, même de façon légère de suicide, passant pour un pseudo-humour, l'entourage ou l'absence de soutien, et puis parfois une maladie qui pourrait sembler bénigne ou un risque de diagnostic d'une maladie plus grave qui va déséquilibrer la situation. Donc typiquement, c'est un homme de plus de 60 ans qui a déjà fait un syndrome dépressif, qui a
peut-être par moment dans sa vie une consommation d'alcool trop importante, qui va se séparer de son ou sa conjointe et qui va découvrir qu'il a un cancer de la prostate, par exemple. Voilà. Alors voilà. je regarde mes collègues qui comptent sur leurs doigts combien de cases ils cochent. Et qui n'a pas de support, qui a divorcé. Qui n'a pas de soutien. Oui, c'est là que c'est là que le soutien dans la vie personnelle, familiale et dans la vie professionnelle peut être. Oui, parce que là on plombe l'ambiance un peu. Là c'est un peu dur là. Est-ce que Julien, qu'est-ce qu'on peut faire As-tu un message d'espoir? Quand on passe sa vie à l'hôpital ou dans une clinique. Alors le message, qu'on a des crédits, des divorces. Le message qu'on veut faire passer, c'est que ce risque professionnel, il est intégré complètement, je me répète, mais il est complètement intégré dans la stratégie de gestion de risque, y compris de risque pour le patient. Et il y a un concept que j'ai trouvé très intéressant, qui a été présenté là aussi l'année dernière à l'ASA, c'est le concept de sécurité psychologique. Alors, on n'est pas là que pour discuter concept, mais c'est quelque chose qui décrit la création d'une ambiance, d'une atmosphère où on va se sentir à l'aise pour poser des questions, partager des soucis, des questionnements, admettre ses propres erreurs, demander de l'aide, faire part de points de vue différents des autres, sans avoir peur d'être ignoré, montré du doigt, voire humilié. Donc la sécurité psychologique, ce n'est pas un lieu de sécurité, ce n'est pas un endroit où il n'y a pas de bruit, on peut se reposer et on se sent bien. Ce n'est pas non plus l'absence complète de conflit ou le monde des bisounours où tout le monde est d'accord et tout le monde a les mêmes idées. Ce n'est pas non plus refuser toute responsabilité. Mais c'est réussir à créer cette atmosphère, cet environnement. Ça veut dire que c'est réussir à faire en sorte que les professionnels se sentent la possibilité d'être francs. Se sentent dans leur équipe la possibilité de dire ce qu'ils pensent sans avoir l'impression que ça va compromettre le fonctionnement de l'équipe, l'image de l'équipe. D'accord ? Ne pas avoir l'impression que parce que je ne suis pas d'accord ou parce que je fais une remarque, ça y est, je plombe l'ambiance. Ne pas s'auto-censurer. Et ne pas s'auto-censurer, c'est une bonne définition. Alors, c'est une affaire d'organisation, c'est un phénomène qui s'organise à l'échelle d'un groupe. Et comment, finalement, ne pas créer, à quoi faire attention, qu'est-ce qu'il faut éviter pour réussir à créer cette ambiance de sécurité psychologique ? Déjà, il faut éviter de dire à tout le monde qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont bien quand même, que tout va bien. Qu'ils ont de la chance d'être là. C'est d'ailleurs, quand quelqu'un va pas bien, quand quelqu'un est dépressif, lui énumérer tout ce qui va bien dans sa vie, mais je comprends pas pourquoi tu es triste, tu as de l'argent, tu as une famille, tu n'es pas malade. En général, ça l'aide pas beaucoup de lui dire ça. C'est aussi éviter des modes de management des équipes comme le micromanagement. Être derrière tout le monde à petite échelle, ça, c'est vraiment pas de la sécurité psychologique. Et puis, c'est aussi croire qu'on est dans une ambiance de sécurité psychologique, c'est-à-dire croire que tout va bien. Et parfois, c'est inconscient. Je peux tout à fait penser que dans mon équipe, tout le monde se sent en sécurité psychologique et je ne me rends pas compte que les gens n'osent pas me dire des choses, soit parce qu'ils me craignent, soit parce qu'ils ont peur de me décevoir. Donc, certains sentiments qui pourraient être passés pour des sentiments positifs, la peur de décevoir, typiquement, sont en fait pourvoyeurs d'une insécurité psychologique. Et donc, croire que tout va bien, c'est une erreur. Il faut le demander plutôt que laisser couler les choses et faire ce fameux micromanagement. Alors, quelques petites références peut-être ? Oui, je veux bien. Julien, oui, parce que là, ce concept de safety psychologie, c'est encore une fois nos chers amis pilotes qui ont inventé ça. Oui, c'est vrai qu'il y a de la littérature. Ils ont quand même, ils ont pris les choses en main il y a longtemps. Alors pas que les pilotes pour le coup, mais effectivement, certaines équipes dans l'aviation civile se sont intéressées à ce concept-là. On a quelques publications dans le domaine de l'aéronautique civile qui s'intéressent à l'impact des modes de management, en particulier de ce fameux micromanagement, et l'impact de cette fameuse sécurité psychologique. Donc voilà, simplement, on laisse à l'image quelques secondes. Il y a un QR code. Voilà, il y a un QR code sur l'auteur de la présentation au congrès de l'ASA, et puis quelques références bibliographiques et des sites Internet également. Merci beaucoup Julien, c'est quand même un sujet de santé publique. Si nos médecins ne peuvent pas soigner parce que déjà ils sont en sous-nombre et qu'en plus ils vont tous mal, qu'est-ce qu'on va faire Et d'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, dans les programmes de l'accréditation individuelle ou en équipe, de la certification périodique, tout à fait, oui. Il est prévu donc d'avoir une attention particulière sur la santé au travail. Et à ce propos, donc, le comité vie professionnelle et santé au travail a
De l'ASFAR de l'ASFAR est en train de réactualiser les autotests, justement, sur à la fois les addictions, sur toutes ces problématiques, dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux liés à notre métier. Donc je pense que, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Julien, c'est-à-dire que c'est un tout, le risque. On se focalise toujours sur la problématique procédure extrêmement compliquée et patient, mais c'est équipe. Et quand je pense à l'équipe, je pense aux équipes très élargies, c'est-à-dire y compris avec les chirurgiens, pour avoir été exposés au CHU à des catastrophes de ce type-là, chez les chirurgiens comme chez les anesthésistes, c'est une problématique qui est vraiment collective. Et donc ça fait partie de la culture sécurité. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que dans le concept de culture de sécurité, il soit mentionné les problématiques interpersonnelles, en fait, de soutien. Pas directement interpersonnelles, mais dans les premières échelles, il y avait quand même la possibilité de faire part d'une anomalie observée relative aux patients au départ. Et le lien avec les patients, il est direct. Il y a plusieurs remarques et questions. Alors déjà, le docteur Pontieux, globalement, j'ai l'impression qu'on ne laisse pas de place au développement émotionnel des personnes, ni la place pour l'écoute. Avoir le droit à l'erreur et ne pas avoir peur de se faire juger est nécessaire. La bienveillance, in fine. Le docteur Closon qui demande s'il existe des formations pour devenir un bon manager d'une équipe AR hors CHU, apprendre à mettre en place tout ce dont Julien parle. Peut-être une formation à développer. Alors je sais qu'il y a une formation justement au management d'équipe qui a été proposée au CEFAR et qui est proposée actuellement à l'ASFAR. C'est, aidez-moi messieurs, Vincent Compère au CHU de Rouen, qui proposait ça, c'est-à-dire en gros des ateliers de co-construction de management dans les équipes. C'est-à-dire en pratique, c'est pas du good old friend sitting around the table, mais c'est partager en fait les problématiques de gestion très spécifiques aux équipes d'anesthésie ou d'anesthésie de chirurgie dans différents milieux, que ce soit dans le libéral, dans le public, en CHU, en CH, etc. etc. Donc oui, alors c'est quelque chose auquel on réfléchit et on va proposer ça, ouais. Et d'ailleurs, comme le docteur Closon est un éminent membre du Collège français d'anesthésie et réanimation, je pense qu'il pourra s'en occuper. Le prochain bureau. Voilà. Il y a des questions pour vous, Hervé. Alors le docteur Daoud qui dit « Je connais une clinique où il y a 5-6 IAD pour 2 MAR au bloc de 6 salles. Est-ce autorisé ?» Non, il faut la dénoncer tout de suite. Et j'attends que le docteur Daoud me passe un petit coup de fil pour me donner... Alors, combien d'IAD peuvent travailler sous la supervision d'un MAR? Voilà, la question est encore posée. C'est toujours pareil, la SFAR a publié, la question se posait avant, elle se pose quand même nettement moins maintenant depuis que les préconisations ont été publiées. On a dit, je le répète, un professionnel de santé à la tête de chaque patient et un MAR qui ne peut superviser que 2 salles. Donc la question est simple, c'est soit on travaille avec une IAD sur 2 salles, soit, si on est plus pourvu en IADE, comme nous on peut l'être au CHU, c'est un MAR pour 2 salles et une IAD dans chaque salle. Voilà, il y a assez peu de variations autour de ça. En tout cas, ceux qui travaillent en dehors de ces clous-là, maintenant que c'est assez bien défini par l'ASFAR, se mettent dans une situation de difficulté le jour où il y aura un problème avec un patient, parce que cette question viendra immédiatement sur le tapis. Bien. Oui, ce que tu as montré en fait, c'est une étude en fait, sur une étude du risque en fonction du ratio de salles par MAR. Les recommandations SFAR ne sont pas SFAR CNP, c'est-à-dire Conseil national professionnel, c'est-à-dire validé par les composantes de l'anesthésie-réanimation, qui inclut les anesthésistes libéraux dans un cadre syndical. C'est que c'est basé aussi sur la jurisprudence, donc il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire c'est écrit. C'est écrit. Ce qui est nouveau, c'est que c'est écrit. Alors, ce qui est nouveau, c'était déjà écrit, mais c'était au fin fond des archives des textes de l'ASFAR, donc on pouvait le sortir. Mais surtout, il y avait des jurisprudences qui étaient clairement, qui dénonçaient en fait ces situations-là. Voilà, sur la base du décret de 94 et puis voilà. Donc c'est pas qu'une étude américaine. Non, bien sûr. Ils sont basés sur effectivement les travaux de Philippe Cohen, pour ne pas le citer, qui avait déjà discuté, de Marty, Jean Marty, qui avait travaillé également sur la question. Sur des modèles de recours. Absolument. Et du travail que je vous ai présenté dans JAMA Surgery, je crois. Et donc, encore une fois, on a souvent nos collègues au CA de l'ASFAR qui nous disent qu'à partir du moment où quelque chose est inscrit
sur le site de l'ASFAR, c'est inscrit dans le marbre. Et c'est comme ça que c'est vécu en pratique. Et donc là maintenant, encore une fois, je dis au docteur Daoud, il ne s'agit évidemment pas de dénoncer ceux qui font ça, mais il faut que ces praticiens sachent qu'ils se mettent en difficulté au moment où il faudra les défendre et qu'éventuellement un risque se sera révélé qui pourrait être en rapport avec un retard de l'appel du médecin anesthésiste, etc., parce qu'il supervise plusieurs salles en même temps. C'est aussi simple que ça. Mais il l'était déjà avant la publication des préconisations, dans cette Donc difficulté. là, Sauf que là, c'est écrit. Là, là, on est dans une on situation est de d'accord. sur-risque, de surexposition au risque. On On est ne dans parle une même pas situation- d'expertise, on parle juste de Oui. la situation Oui. factuellement. Oui. Voilà, donc je pense que c'est assez clair. C'est pour ça que je disais d'ailleurs à la fin du topo, il n'est pas impossible que dans un futur, si le problème du manque d'anesthésistes, de la pénurie d'anesthésistes se creuse, on pense un peu différemment, mais ça sera aux dépens du risque des patients. Et donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, heureusement, tant mieux. Mais il y a des dérives aux États-Unis. Il y a, je crois, des salles, Graham nous avait dit, où il y a, je sais pas, 10 infirmières anesthésistes pour un médecin qui supervise. Après, on a exposé tous les risques d'évolution des organisations, d'évolution professionnelle. C'est pas complètement anodin d'avoir publié ce texte maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on risque de se retrouver finalement face à des propositions de structures C'est ça. qui vont nous exposer à un risque. Donc Bien autant sûr. avoir entériné des bonnes pratiques, C'est ça. des bons C'est ça. usages. Vous avez compris que l'intérêt D'ailleurs, économique d'un établissement, c'est d'avoir plus d'IA que de médecins. Ouais. Et donc, ils pousseront vers ça. C'est naturel. D'ailleurs, ouais, dans ce texte de recommandations, donc ce sont des recommandations pour la pratique professionnelle, le début du texte, ce sont des rappels au décret de 94. La deuxième 20 partie, ans. c'est le ratio, et la troisième partie, c'est le recours, organiser un recours. C'est-à-dire, toujours avoir la possibilité d'avoir un recours, Absolument. ce qui sauve les patients, en fait. Absolument. Et donc le recours, là, c'est organiser un ça recours. peut être Le médecin. recours, c'est un médecin Et à proximité, qui consulte à proximité, qui Donc il y va a aussi pouvoir ça aussi, il ne intervenir. faut pas oublier. Hein. Il y a d'une part le soin et après le Absolument. recours. Absolument. Et juste un petit détail comme ça qui n'a peut-être pas été clairement évoqué. Donc nous, on voit bien que, en tout cas, c'est pour la chirurgie, plutôt de la chirurgie à risque. On voit bien que quand l'anesthésiste et le chirurgien se connaissent, on diminue la morbidité. Vous avez vu que dans les avions, c'est très différent. Le pilote et le copilote ne doivent pas se connaître parce que justement, ils ne se font pas confiance et donc ils checkent plus facilement les choses pour être sûr que l'autre, ils sont en phase sur la checklist, etc. C'est intéressant de voir cette différence de Tout à fait. risque, en fait. Donc ça prouve qu'il y a quand même besoin d'une connivence, d'une ambiance. Au bloc Ça opératoire, rejoint c'est ce que sûr. disait Julien sur la cellule psychologique SAFE, justement. C'est beaucoup la confiance quand même dans la relation avec le chirurgien. C'est la confiance, c'est-à-dire pouvoir aussi rattraper ou faire des propositions qui ne concernent pas notre métier, qui concernent le métier de l'autre. Tu as vu que ça saigne, tu as vu que ta poche de perfusion est vide, tu as vu que ça c'est de la confiance, c'est pas de l'agression. Oui, c'est pas du contrôle. Enfin, je veux dire, c'est une manière, c'est de la communication. C'est un contrôle mutuel dans une ambiance de confiance, en fait. Oui, mais le contrôle, c'est pas une insulte. Hein. Oui, non, bien sûr, mais Quand on répète en boucle, c'est pas pour embêter les autres, c'est pour être sûr que l'autre a bien compris ce qu'on a dit et qu'il n'y aura pas de qu'il est dans son conséquences tunnel et que... il nous reste, on a dépassé l'heure, mais on va quand même aller au bout de la préparation de Julien qui a mis du temps qui a préparé quelque chose ce soir. On va pas couper la dernière partie de Julien rapidement. C'était la question des dispositifs d'intelligence artificielle pour peut-être accompagner les praticiens, les services de soins et pour diminuer, prévenir, identifier le risque psychosocial notamment et les autres risques dont nous avons parlé. Alors, l'IA pour aujourd'hui ou pour demain, Julien, la parole est à vous. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Effectivement, la question, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Mais je veux dire pour hier, puisqu'en fait, c'est déjà parti. Et si on avance cette diapositive, elle illustre le nombre de publications sur la thématique de l'intelligence artificielle, avec des mots-clés intelligence artificielle, machine learning, en fonction des spécialités médicales. Bon, on voit que depuis une quinzaine d'années, ce nombre explose carrément. Et on voit que certaines spécialités étaient pionnières. C'est la radiologie, c'est la cancérologie, parce qu'on imagine bien, on connaît bien même, comment l'IA peut proposer des modèles d'analyse ou de stratification des patients pertinents.
On voit que l'anesthésie, réanimation était un peu à la traîne, mais on voit que le nombre de publications sur le sujet augmente là aussi de façon importante. Et en fait, ce graphique, il est issu d'un article qui est tout récemment publié. Je crois que c'est la publication en ligne qui est disponible, mais pas encore papier, dans l'anesthésiologie, sur la place de l'intelligence artificielle, les risques et les bénéfices éventuels attendus par justement le Conseil nord-américain. Les pistes qu'ils proposent très rapidement sont des choses qu'on connaît déjà. Ce qui est intéressant par rapport à la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'à chacune des étapes que nous ont décrit Pierre et Hervé, on peut imaginer qu'un jour, l'intelligence artificielle puisse apporter, je ne dirais pas la solution, mais en tout cas des outils qui permettent d'atteindre des solutions satisfaisantes. Dans le préopératoire et dans le péropératoire, avec des patients de plus en plus complexes, quand on parle de BMI supérieur à 50 qui sont notés ASA 1, on se pose des questions. Quand on parle de supervision de plusieurs patients avec des professionnels de santé qui n'ont pas forcément exactement les mêmes qualifications, on peut se poser des questions. On peut imaginer que l'intelligence artificielle nous permette de stratifier certains de ces patients et nous permette peut-être d'organiser des surveillances semi-automatisées qui permettent d'alléger une partie de la ressource humaine, je parle bien au conditionnel. On peut, aux étapes suivantes, qui sont les étapes post-opératoires, là aussi, s'aider de l'intelligence artificielle pour stratifier les patients aptes à faire une chirurgie en ambulatoire, à rejoindre le domicile, à suivre des parcours patients peut-être un peu allégés. Et on peut aussi avoir des modèles prédictifs de certaines complications post-opératoires pour les repérer rapidement et les traiter plus précocement. Enfin, sur la partie en lien avec les organisations, les systèmes et avec, on va dire, la sécurité des professionnels, là aussi, on peut imaginer que l'IA libère du temps médical, que l'IA nous permette de réduire la charge mentale et donc par là une part du stress et de la fatigue des professionnels en améliorant les conditions d'exercice et en rendant celui-ci moins pénible, en réduisant l'incidence des burn-out. C'est très hypothétique dit comme ça parce qu'il y a aussi un certain nombre de risques. On peut imaginer que dès les parcours de formation, des programmes personnalisés soient proposés aux internes et aux futurs professionnels. Mais c'est vrai qu'il faut être très attentif et de façon là aussi très résumée, plutôt comme une ouverture que comme un début d'un débat. Les risques et les limites de l'IA sont nombreux. La qualité des données et ce avec quoi on va nourrir l'intelligence artificielle et donc on est ce qu'on mange, l'IA et la donnée avec laquelle on la nourrit. La validité des algorithmes utilisés, c'est la physiologie de l'IA et elle n'est pas toujours connue. Et je voulais vous parler très très rapidement, en mode de conclusion peut-être, des hallucinations de l'IA. Alors, je ne sais pas si vous savez que les IA peuvent avoir des hallucinations. Les IA peuvent tout à fait halluciner. Et vous avez des publications comme celle-ci du mois de janvier dans Nature qui rapportent des taux d'hallucination. Donc une hallucination pour une IA, c'est en fait une erreur. Quand une IA va nous parler de quelque chose qui n'existe pas, on va nous donner de façon péremptoire, très sûre d'elle, une réponse à une question qu'on lui a posée, réponse complètement imaginée, complètement construite de toutes pièces. Et vous avez ici, dans ce papier, les pourcentages d'hallucination en fonction des logiciels, des IA utilisés. Et vous voyez que ça va de un peu plus de 1% à près de 30% pour certaines versions un peu plus anciennes. Donc l'IA se trompe, l'IA va parfois jusqu'à halluciner et on a des tests qui sont réalisés et qui font un petit peu froid dans le dos, en tout cas qui nous disent que si l'IA a commencé hier, elle ne nous remplacera pas demain, puisque lorsqu'on pose la question dans ce travail, toujours dans Nature, une même question 10 fois de suite à une IA, est-ce qu'il y a un papier intitulé communication, etc. Et bien 8 fois sur 10, elle nous répond oui, 2 fois elle répond non. Voilà, pose question. Et lorsqu'on lui demande qui a écrit ce papier, eh bien elle nous sort des listes d'auteurs qui sont différentes. Probablement que les mots retrouvés dans ce titre correspondent à différentes publications. Oui, donc, c'est à de l'IA différents générative auteurs. quand même. Et je terminerai par cette image que j'ai lue là aussi dans une publication sur l'IA, qui comparait les hallucinations des IA à quand on regarde un nuage dans le ciel. Le nuage existe, donc le nuage de données existe, mais on peut parfois voir la forme d'un visage, d'un arbre, d'un continent, et celui-ci, il n'existe pas toujours, il est imaginé, et une hallucination de l'IA, ça ressemble à ça. Merci Julien. Je voudrais quand même dire un mot sur la nouvelle formation qu'on propose, parce que la formation que Branchet a mis au point
sur justement l'amélioration des compétences non techniques, puisqu'on sait que dans 80% des cas, il y a des événements, dans les événements indésirables, pardon, dans 80% des cas, c'est lié à des compétences, enfin un manque de compétences non techniques. Et donc, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, on a déjà fait des lives là-dessus, on avait commencé une formation ensemble, et là, on passe à l'étape 2, ça a été lancé hier, où on va vraiment vous proposer un centre de simulation itinérant. Donc le truck que certains d'entre vous connaissent est aujourd'hui vraiment équipé d'un centre de simulation avec un mannequin en fidélité, un bloc opératoire reconstitué nous avons intégré un dispositif d'intelligence artificielle en complément. Donc ça reste une formation basée sur de la simulation dont on connaît aujourd'hui l'impact positif sur la courbe d'apprentissage. Mais en plus, on vous propose d'ajouter à la séquence de débriefing, donc le temps 3 de la simulation, une analyse d'une IA qui va voir ce que peut-être l'équipe qui participe à la simulation n'aura pas vu, ce que les formateurs n'auront pas forcément vu. Donc l'IA comme un outil, un dispositif pour améliorer la formation, c'est possible, en tout cas on va essayer. Et on vous propose, si vous voulez tester, de nous demander tout simplement de faire venir ce truck dans votre clinique. Il y a déjà quelques dates qui sont prises, pas mal de demandes qui arrivent, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes, parce qu'on sait surtout que cette formation est très efficace pour prendre conscience des situations où on ne communique pas assez, où on est interrompu dans sa tâche, où on se met en risque sur du non technique. J'ai bien résumé ? Parfait, c'était parfait Alexia. Merci à tous les trois Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous les médecins de nous suivre chaque semaine quasiment. On se retrouve le 26 mars pour un nouveau live en urologie. Bonne soirée à tous, à très bientôt.